Bonjour à tous. Oui, c'est ça, bonjour, oui. Cette chronique, j'ai failli la faire conjointement avec celle sur le gendarme et les extraterrestres parce que je trouvais qu'il y avait une grande concordance dans le thème et dans la chronologie du contexte. Et puis j'ai fait une vidéo assez longue, donc j'ai abandonné l'idée et j'ai gardé mon facteur de Saint-Tropez sous le coude. C'est l'été. Soleil! Il fait chaud, pas de nanar à la télé, pas de saga du gendarme en perspective. Alors ça! Donc c'est le moment de ressortir mon idée tropézienne, et c'est pas de la tarte. Tarte, tropézienne. Ça vous fait rire? Ce facteur de Saint-Tropez, sorti en 1985, nous raconte la croisade d'un brave postier les pieds dans l'eau contre une mère. Non, une mère. Une mère, M-A-I-R-E! Opportuniste et un poil corrompu. Ce film est réalisé par Richard Balducci, qui a scénarisé puis collaboré au scénario des 4 premiers gendarmes avec Louis de Funès à partir de 1964. Vers 1975, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République qui se voulait moderne, autorise la libéralisation de la censure, qui a pour effet de démocratiser le cinéma érotique et pornographique, resté jusque-là assez clandestin. Je veux voir de la fesse! Et des réalisateurs issus du cinéma populaire comme Serge Corbert ou Max Pécasse s'y engouffrent tant la manne financière qui s'annonce est alléchante. Pourquoi je vous dis ça Balducci s'y adonne également et réalise quelques films pour adultes sous le pseudonyme de Bruno Baldwin. Oh le cochon! Oh le cochon! Le cochon, le cochon, le cochon! Parallèlement, il n'est sollicité que de loin pour l'écriture des 2 derniers gendarmes en 1979 et 1982 comme il nous l'explique ici. J'ai pas beaucoup collaboré aux deux derniers. Si vous voyez le générique, c'est d'après les personnages de Richard Balducci. C'était vraiment parce que les distributeurs voulaient absolument qu'on fasse encore des gendarmes et noirs. Volonté de producteur d'étirer cette saga qui rapporte, 2 derniers films sortent sans grand enthousiasme scénaristique, mais toujours avec passion du côté des acteurs. Ce qui m'a poussé d'ailleurs à écrire ma dernière chronique sur le gendarme et les extraterrestres, puisque ce film malgré tout je lui trouve beaucoup de qualité. Jean Giraud, réalisateur de toute la série, meurt durant le tournage du Gendarme et les Gendarmettes, et Louis de Funès meurt à son tour le 24 janvier 1983, 4 mois après la sortie du film. Ce pourrait être suffisant pour enterrer cette saga, pas pour Louis de Funès à l'époque du dernier gendarme, si on se fie à ce mot qu'il a eu. C'est le 6e gendarme, est-ce que c'est le dernier? Ah, je ne sais pas. Si on trouve quelque chose, eh bien, on en fera. Et c'est pas non plus le cas pour Richard Balducci, qui 3 ans après les Gendarmettes, décide de se réapproprier la saga malgré les décès successifs du réalisateur et de l'acteur principal. Seuls 3 points sont à relever pour cette chronique. La nudité purement gratuite, symptomatique de la démocratisation du cinéma pour adultes intégrée dans la comédie populaire depuis les films de Max Pécasse, certains gags trop tarte à la crème, y compris au sens propre, même s'il s'agit d'un hommage au burlesque, Charlot, de Funès étaient des spécialistes. et une apologie malvenue de la guerre d'Indochine. Chitung, quel beau souvenir, Chitung. J'ai laissé 20 hommes. Tac, 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 tac. Grandiose. Quel bien fou, chef! La saga du gendarme de Saint-Tropez, démarrant en 1964, est née d'un simple point de départ lancé par Richard Balducci, comme il nous l'explique en compagnie de Michel Modo dans cet extrait. J'étais en repérage pour un film qui s'appelait Saint-Tropez Blues. Et en revenant vers Saint-Tropez, je me suis arrêté en pleine campagne parce que j'avais vu une maison au loin qui me plaisait bien. Je suis allé la voir à une centaine de mètres. En revenant, dans ma voiture, on m'avait fauché ma caméra. Furieux, il fonce à la gendarmerie de Saint-Tropez, l'ancienne, qui est maintenant classée monument historique maintenant à Saint-Tropez. Et il trouve un gendarme un peu fort, la chaise tournée comme ça, en bas de chemise, devant la gendarmerie. Je lui dis, voilà, bonjour, je viens. Il me dit, pourquoi vous venez? Je viens pour porter plainte. Il me dit, à midi? Oui, je viens à midi parce que ça vient de se passer. Il me dit, bon, alors on va rentrer. On va rentrer dans la gendarmerie. Alors il s'est levé avec grande difficulté, on est rentré.
Et il m'a dit, vous portez plainte contre X. Ben, je porte plainte contre X. Il dit, mais non, faut pas porter plainte contre X. Votre voleur, on le connaît. Il s'appelle Gaspard. Et la semaine dernière, on l'a raté de 25 mètres. Après les 4 premiers films, il a eu le sentiment que la saga lui a échappé, et c'est alors qu'en 1985, il a l'idée de se réapproprier son œuvre. Seulement sans Louis de Funès, comment faire? Balducci s'est posé la question de cette manière. On ne peut pas faire de gendarme sans De Funès. Il faut faire une croix dessus, c'est oublié, c'est terminé. Qui vous voyez à la place de Funès, voulez-vous me dire? On fera toujours le parallèle avec De Funès si on en engage un autre. Et ça ne fonctionnera pas. Et le réalisateur y répond en contournant le problème. On ne peut pas faire de gendarme sans De Funès? Soit. Alors il va faire un facteur. Il se sert d'éléments secondaires de la saga de base pour créer une histoire originale. C'est ce qu'on appelle un spin-off, procédé courant dans le monde des séries télé mais qui se généralise de plus en plus au cinéma, notamment par exemple avec des films comme Annabelle qui sont issus de la saga Conjuring, ou encore avec Les Mignons qui sont issus des films Moi Moche et Méchant. Dans ce cas précis du film de Balducci, les éléments réutilisés sont bien sûr le village de Saint-Tropez, mais également le local de la gendarmerie nationale qui avait été délaissé dans le dernier film. Vous n'avez pas la nostalgie de notre ancien local, Cruchot? La marche inexorable du temps, mon adjudant. Car il avait été classé monument historique, et on retrouve évidemment bien sûr les gendarmes, dont on ne reconnaît plus aucun des visages qui les interprétaient à l'époque, mais qui ont gardé leur uniforme beige des années 60 très identifiable, alors qu'en 1985 ils n'étaient vraisemblablement plus portés. Élément très drôle également issu de la saga des gendarmes, on retrouve la célèbre bonne sœur interprétée par France Rumilly, qui a troqué sa 2 chevaux contre un ULM. Son rôle est très court, mais ces quelques secondes de présence sont désopilantes et suffisantes pour nous rappeler les bons souvenirs de ces cascades en voiture. Et le plus beau, c'est que l'anecdote qui a servi seulement de point de départ à l'idée du gendarme, et qui n'a jamais été introduite dans aucun des 6 films, Balducci l'intègre dans son film. Merde, mon appareil de photo. On vient de déposer plainte pour vol. À cette heure aussi? Il est midi. Il n'y a pas d'heure pour le vol, il n'y a pas d'heure pour la plainte. Bon, ben, on va y aller. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il faut que je remplisse un rapport. Aïe, 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 aïe. Oh, monsieur. Et vous portez plainte contre qui? On porte plainte contre X. Mais non, il faut pas porter plainte contre X. On le connaît, votre voleur. Il est de taille moyenne, il porte une salopette, il est chaussé des Spartiates. La semaine dernière, on l'a raté, bon, de 25 mètres. Il s'appelle Gaspard. À la virgule et au détail près, comme pour coller encore plus fidèlement à l'image qu'il avait de son gendarme. Le seul point noir dans cette réappropriation qui jusque-là était plutôt habile, c'est la présence de Michel Galabru. Non pas qu'il soit mauvais, au contraire c'est un argument de poids dans la drôlerie de ce film. Seulement dans le parallèle qu'on est obligé de se faire avec les gendarmes, on peut pas s'empêcher de se dire « Ah tiens, mais c'est... Adjudant Jérôme Gerbert. » Sauf que non, ici c'est le député Charles de Lespinasse, sans aucun rapport avec l'adjudant qu'il a été auparavant. L'adjudant, qui est cette fois le visage d'Henri Génès, visage bien connu des amateurs de Louis de Funès, puisqu'on a pu le voir entre autres dans La Grande Vadrouille, dans Le Petit Baigneur, ou encore en patron de restaurant dans Le Gendarme et les Extraterrestres. Robin Bellefeuille, le facteur, est interprété par Paul Prébois, un autre acteur récurrent des films de Louis de Funès, et qui en 1985 était déjà bien installé dans la comédie nanarde. La mère de Saint-Tropez est quant à elle interprétée par Marion Gamme, la célèbre Huguette de Scène de ménage. Pauvre con. Dans le cinéma français jusqu'en 1985, la femme politique est un élément discret, voire inexistant. Pourtant, à cette époque, on est pile entre Simone Veil et Édith Cresson, et dans ce film, Marion Gamme campe une mère tout à fait dans l'air du temps. On voit tes deux nichons comme si t'avais le cul à l'air. Y compris en ce qui concerne la morale politique, ce qui m'amène à faire un peu de spoil pour évoquer un détail intéressant. La fin du film nous offre une morale, il faut l'avouer, assez douteuse. Robin, notre brave facteur écologiste, découvre un gisement de pétrole chez lui et renonce à tous les principes écolos qu'il avait depuis le début du film pour s'enrichir. Casser avec cette quantité, c'est pas de la pollution, c'est du pognon. Ce renoncement traverse les années et trouve une résonance jusqu'à aujourd'hui, puisque les politiques qui abandonnent leurs principes pour l'argent et le pouvoir font encore l'actualité. La vie de château de Monsieur de Rugy. Ajoutons à ça le choc des générations et une musique des années 80 entêtante. Et on se retrouve avec un film tout à fait dans son époque, un petit peu polisson mais pas si vulgaire, et l'un des derniers représentants d'une époque où on faisait des comédies sur des tempéraments d'acteurs. Après ça, la comédie sexy, sorte de sous-genre dont ce film est l'un des dignes ambassadeurs, s'étiolera à la fin des années 80 avec les derniers films de Max Pécasse. L'ombre de Louis de Funès, elle, continue de planer sur le cinéma comique français, malgré une production de plus en plus formatée qui continue à remplir les salles. On peut citer par exemple La Soif de l'or, de Gérard Houry,
où Christian Clavier adopte un jeu à la De Funès dans un scénario qui semble avoir été écrit pour lui, et où on peut voir évoluer les personnages dans des décors similaires à ceux de la Grande Vadrouille. On a pu voir aussi en 2015 dans le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père, un personnage dont l'attitude et la voix cherchent en quelque sorte à ressusciter Louis de Funès. Citons également Pirates des Caraïbes, un film pourtant américain, mais dont l'acteur principal Johnny Depp a avoué s'être inspiré de Louis de Funès pour le rôle de Jack Sparrow. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers une liste un peu plus exhaustive de ces films sur lesquels plane l'ombre de Louis de Funès que j'ai rédigé sur Sens Critique. Ma prochaine chronique vous emmènera chez une tueuse de vampires avant son passage à la postérité sur le petit écran en compagnie du regretté Rutger Hauer. Je vous invite encore une fois à liker, à partager, à commenter et surtout à émettre des critiques sur ma vidéo. Pour l'instant mon travail est très peu visible et j'aimerais que ça touche beaucoup de monde. Et comme dirait Marie Robin, et à très bientôt.